Bonjour, Niborine Dubiche de Albert. C'est bien prononcé? Bien sûr. Ok. Vous êtes philosophe et politiste, c'est bien cela. Et notre thème aujourd'hui, c'est franc-maçon, philosophe de ce siècle. C'est un thème interrogatif. On va dire que les historiens font remonter les origines de la franc-maçonnerie au XVIIe siècle, 300 ans de tradition maçonnique avec une diversité d'ordres et d'obédience et un succès sans cesse grandissant, même si, avouons-le, le symbolisme et le culte du secret donnent de la chair de poule et font se poser des questions autour de la franc-maçonnerie. Tout de même, nous retiendrons que le credo des francs-maçons, c'est la construction, faire avancer concrètement, je souligne le mot concrètement, la société. La philosophie, par contre, se positionne comme un apprentissage à la vie, une école de sagesse. École de sagesse, ainsi donc, si les kabbalistes ont cette belle formule qui dit les philosophes finissent là où nous commençons, un philosophe contemporain, André Benzimra, va dans le même sens en faisant constater que la connaissance qui est du fondement de la sagesse, les philosophes en sont encore à la rechercher. Bref, les philosophes, semble-t-il, rêvent, les maçons, eux, construisent. Philosophes et maçons sont-ils les mêmes ou bien les philosophes s'accomplissent dans la franc-maçonnerie? Monsieur Niboré. Ben, merci pour l'invitation. Une fois de plus, je suis avec vous ici. Je crois simplement que le thème que vous évoquez répond des idéaux. Euh, si l'on parle des philosophes, il faut d'abord poser que, enfin, je vais là convoquer le professeur Obenga, qui en 1991 donne une très belle définition de la philosophie dans une conférence qu'il donne à la faculté des lettres, quand il pense que la philosophie s'inscrit de part en part dans la recherche du sens de l'être en tant que fondement de l'étant multiple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la philosophie a pour travail de rechercher dans le fond des choses l'essence ou la substance qui les constitue. C'est en ce moment-là que, retrouvant la substance qui les constitue, il retrouve les qualités de la substance, notamment sa perfection, l'ordre, la justice et l'harmonie qui caractérise cette substance. C'est en ce moment-là que ce qui convient pour le philosophe, c'est retrouver les motifs d'accord avec cette volonté universelle. Les uns l'appellent l'outia chez Aristote, Dieu quelque part, que ce soit chez l'être quelque part. Mais le plus important dans tout ça, c'est de s'adapter au principe d'harmonie, de s'adapter au principe de justice, parce que n'oubliez pas que pour Platon déjà, le monde est fait de proportions et de symétrie, c'est-à-dire que le monde fonctionne selon une régularité telle que aucun dispositif phénoménal, c'est-à-dire qu'aucun placement de phénomène ne dérange celui de l'autre. En ce moment-là, cette proportionnalité universelle fait qu'entre les phénomènes même, il y ait au plan cosmogonique une paix, c'est-à-dire une disposition telle qu'aucun phénomène ne s'imbrique avec un autre. Dès lors, on peut parler du dispositif de paix déjà dans l'univers, déjà dans la nature. Et donc le philosophe a comme préoccupation de s'adapter ou d'adapter ce modèle universel, ce modèle de nature à la société. De façon que dans la société, non seulement que les hommes se perçoivent comme des nécessités, c'est-à-dire comme des êtres pour lesquels on n'a pas le droit d'abuser, X ou Y, mais de se considérer aussi comme espèce, c'est-à-dire comme le fait que l'un trouve son prolongement dans l'autre. De ce point de vue-là, personne n'abuse de l'autre, personne ne fait de l'autre un moyen, un instrument. Le but, Du côté des maçons, vous avez dit que les maçons sont faits pour la construction, justement. Mais il faut quand même ajouter que
le but ultime de la maçonnerie, c'est d'être un avec l'univers. C'est-à-dire de conserver l'esprit de l'ordre, l'esprit d'harmonie de l'univers en nous. C'est pourquoi d'ailleurs le principe premier, c'est faire que toutes les pierres brutes se transforment en pierres polies. Et cela se vérifie du côté de la morale, c'est-à-dire se donner les qualités qu'il faut pour la prospérité de la société. Vous avez l'humilité, vous avez le souci de paix, vous avez le souci de l'ordre et tout ça. La construction de l'homme éthique. Oui, la construction de l'homme éthique, justement, ou de l'homme moral. Bon, il y a eu dans l'histoire de la philo, depuis le XVIe siècle, beaucoup de philosophes qui se sont faits maçons, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Mais simplement parce que l'idéal de construction de l'homme est au même moment l'idéal de philosophie. La construction de l'homme au plan social, au plan anthropologique. Alors, la question qui va s'en suivre, si l'idéal de l'homme, l'idéal de la philosophie, c'est la construction de l'homme, c'est-à-dire la systématique qui constitue à former un équilibre avec l'univers, avec la loi de l'univers. Alors, comment comprendre les perditions de l'homme aujourd'hui? Mais ça se situe justement dans la nature humaine, parce que l'homme a une nature ambivalente. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la marche du monde, lorsqu'on lit les médias, on lit la presse, on lit les réseaux sociaux, le monde semble être régi par les francs-maçons. Et lorsque vous avez dit tout à l'heure ici que la plupart des philosophes sont devenus maçons ou sont des maçons, mais finalement, j'ai l'impression que ça ne sert à rien parce que le monde va de perdition en perdition. Mais non, je crois qu'il faut toujours nous demander si, depuis que le monde est créé, le niveau de barbarie est le même. Je ne crois pas. Il croit en fait. Non, 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 il ne croit pas. Bien sûr qu'il descend, qu'il s'atténue. Moi, je pense le contraire. Parce que, justement, parce que de plus en plus, nous avons des gens qui prennent conscience de l'existence d'un être transcendant. Nous avons des gens qui prennent conscience de ce que, quoi qu'on soit pauvre, il faut plutôt se situer dans les limites de la justice, dans les limites de l'apaisement, que dans la tendance qui consiste à, si vous voulez, brutaliser les autres, à aller vers, si vous voulez, la conquête des autres territoires. Vous voyez que cette tendance est de plus en plus absente au monde. Vous voyez, et nous avons même au niveau du monde, vous avez la création de l'ONU, vous avez la création de beaucoup d'autres organismes internationaux qui tentent quand même de tempérer les tendances passionnelles humaines. Vous comprenez? Alors, cela ne veut pas dire qu'une fois idée trouvée, une fois solution est là. Non. Nous sommes dans le domaine de l'homme. Il faut toujours expérimenter au fil de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, posons-nous la question de savoir si 1000 ans après ou 50 ans après notre présence, la présence de notre génération, l'humanité aura le même quotient moral. Je crois que la tendance est à l'apaisement, la tendance est à... Tout ce qui dérange l'humanité aujourd'hui, c'est la pression du besoin. En parlant de besoin aujourd'hui, je parle que dans le contexte congolais, il y a des idées comme ça. Est-ce que ce sont des clichés? Est-ce que c'est vrai? Nous, on ne sait pas. On dit que pour devenir riche, pour une ascension sociale, il faut se faire parrainer dans la franc-maçonnerie, etc. Un peu en Afrique, on regarde un peu la franc-maçonnerie comme ça. Bon, c'est la conception des hommes. Vous savez, une chose est de dire le principe, l'autre est de dire la pratique du principe. Nous avons le principe qui est la maçonnerie. Donc le passage de l'être imparfait à la conquête du parfait. Vous comprenez? En ce moment-là, les efforts sont encore à faire. Les efforts sont à faire. Nous sommes gouvernés au monde, dans la plupart des cas, par des maçons. C'est vrai. Mais n'oubliez pas que la politique est une entreprise qui se fait sans connaître des moyens qui viennent des arbres ou de la terre. Il faut les rechercher, ces moyens-là. Nous avons des budgets à prévision. L'argent n'existe pas déjà.
L'argent existe sur la base des prévisions, c'est-à-dire de ce qu'on pourra avoir. Or, si nous avions déjà de l'argent, les projets seraient résolus sans problème, quoi que puisse objecter à l'encontre la tendance humaine, la tendance égoïste humaine, qui consiste aujourd'hui à faire qu'un ministre en poste, quelquefois, ou un chef d'État en poste, pratique ce que l'on appelle l'affairisme d'État. Mais au-delà de cela, si on avait suffisamment d'argent disponible, je ne crois pas que le niveau de développement du monde ou le niveau de misère du monde serait celui d'aujourd'hui. La maçonnerie, comme dans toutes autres croyances, rencontre les mêmes problèmes. On peut être chrétien, mais l'applicabilité des lois de la chrétienté, quand on est responsable quelque part, pose toujours problème, surtout quand dans votre famille, la majorité est pauvre, et vous avez toujours tendance à vous dire, il y a l'argent de l'État là, qu'est-ce que je fais si ma famille souffre? Voyez-vous? Or, si nous partions du principe la noblesse oblige, où toutes les familles avaient au moins le minimum, aujourd'hui, on ne reprocherait pas à nos autorités tout ce qu'on leur reproche aujourd'hui. Je vois ça du côté de la faillibilité humaine. C'est vrai que par la suite, il faut former l'homme, M. Diaz. Il faut bien former l'homme. Je suis d'ailleurs surpris d'entendre le Premier ministre dire que l'université de Kintélé sera formée sur la base de l'existant. Je suis complètement désappointé quand j'entends ça. Quand nous savons que l'effectif des bacheliers au Congo ne suffit pas pour l'université Marengwabi et qu'on dise qu'on prendra une portion de l'université Marengwabi pour envoyer à Kintélé. Je crois que ce que le gouvernement pouvait faire, c'est le minimum. Prendre les nouveaux bacheliers, on va envoyer à Kintélé, les former au même moment que l'université Marengwabi forme la charge qu'elle a déjà. Je crois que ce serait l'essentiel, de mon point de vue. On va revenir donc sur notre sujet, donc oui, la franc-maçonnerie. Nous sommes toujours dans notre sujet parce qu'il s'agit de la formation. Oui, il y a beaucoup de volets. Là, nous sommes dans l'éducation en réalité. Mais l'éducation fait partie de l'amour pratique qui constitue un des piliers de la franc-maçonnerie. D'accord. Alors, j'aimerais quand même, quand je disais qu'on revient sur notre sujet, j'aimerais quand même revenir sur... est-ce qu'il faut dire parallèle, est-ce qu'il faut dire contradiction entre le philosophe et le franc-maçon? Est-ce qu'on n'est pas, on va pas dire, on va du pareil au même lorsqu'on dit philosophe, franc-maçon? Nous sommes quelque part dans la ressemblance des idéalités, quelque part. La ressemblance des idéalités, parce que tous poursuivent un objectif qui est atteindre les meilleurs naturels. Vous voyez, quand nous étudions le monde, par exemple, nous nous rendons compte que tous les phénomènes sont fondés sur la base de la nécessité. Et de la nécessité, nous accédons à l'égalité. Comprenez? D'où, d'ailleurs, l'égalité universelle des hommes aujourd'hui dans la société. Mais comment fonctionne cette égalité dans nos sociétés? Vous comprenez? Comment fonctionne cette égalité dans nos sociétés? Est-ce que cette égalité est exécutoire, elle est objective dans nos sociétés? Là encore, c'est un problème de la pratique de la raison humaine, qui, quelque part, admet un certain nombre de dysfonctionnements. Vous voyez, nous avons par exemple le principe de réciprocité dans la nature, la réciprocité. Mais est-ce que dans notre société, nous concevons toujours l'autre comme nous-mêmes? Quoiqu'au niveau des rôles à jouer, nous puissions nous distinguer, et c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de la société, que chaque homme joue un rôle qui est... Je disais en fait dans l'entame de cette émission... les objectifs attendus par la société. Alors oui, nous allons mettre un terme à cet entretien. Je disais, lorsque j'entamais l'émission, que les philosophes étaient une espèce de rêveurs et que les maçons... en fait, les philosophes s'accomplissaient dans la maçonnerie en réalité. Sans maçonnerie, les philosophes resteraient à ce niveau-là, rêveurs simplement. Je crois que c'est assez hâtif de le dire. Le problème, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans la ressemblance des idéalités. Les philosophes vont au fond des choses, retrouvent les meilleurs naturels qui transforment dans la société en qualité de justice, en qualité de paix, en qualité de... Les philosophes théorisent. Quitte aux politiques, d'en trouver les meilleurs partis, les meilleures créances dans la théorie des philosophes. Ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que les philosophes, surtout dans les sociétés africaines, ne trouvent pas de relais dans la politique, au plan pratique.
Parce que certainement, les politiques manquent de moyens ou de volonté, ça je n'en sais rien. Mais la rigueur, pour parler comme le professeur Boao, la radicalité éthique chez le philosophe est une exigence. Le professeur Lefova, par exemple, parle de la systématique des idées. La capacité à trouver les idées et de les transformer en société par des actions. Voyez-vous, il y a un livre qui va bientôt paraître sur ces questions-là chez le professeur Lefova. Voyez, quand vous avez des philosophes comme ça dans votre société, qui émettent de telles idées, comme dit le professeur Boao, la mondialité, c'est-à-dire que le concept de mondialisation se fonde sur un particularisme tel qu'il est question de l'opportunisme occidental. Or, il faut transformer l'opportunisme occidental en une opportunité universelle qui profite à toutes les sociétés, de façon que chaque peuple dégage la part d'universalité dont il est porteur. Voilà ce que dit le professeur Boao. Mais c'est dit au Congo, par un Congolais. Quelle en est l'emprise dans la société congolaise, même au niveau des politiques du Congo? D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Niborine Dubiche des Albert. Voilà, il y a beaucoup de H dans votre patronyme que souvent je me perds. Vous êtes philosophe et politiste. Avec vous, nous avons... je préfère que vous dites politiste et philosophe. Alors, politiste et philosophe, voilà. On va respecter cet ordre-là. Politiste et philosophe, nous allons parler de la franc-maçonnerie, non, des francs-maçons, philosophes de ce siècle. Donc, nous avons essayé de balayer la question en quelques minutes, en une dizaine ou une vingtaine de minutes. On vous dit merci d'avoir accepté notre invitation et le plaisir a été le nôtre. Merci beaucoup, c'était Aréam. Et tout de suite, nous allons recevoir la sœur artiste gospel, donc Afia Massoui. Nous allons commencer par suivre son clip juste après le jingle Aréam. En attendant, Maître Waka sera face au public dans quelques instants.